Donc je passe la parole à Paul-Félix Benedetti, donc, qui est le président du groupe Corin Front à l'Assemblée de Corse, et donc qui est indépendantiste, qui va vous donner, donc c'est très bien, parce que lui va vous donner sa vision des choses et pourquoi à un moment donné il nous rejoint dans la fameuse délibération qui pour nous est véritablement la boussole concernant l'autonomie de plein droit et de plein exercice de juillet 2023. Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité et de vous donner un positionnement qui globalement ne sera pas en contradiction avec ce qui a été dit précédemment, qui peut le compléter, mais sans qu'il soit fondamentalement en opposition. D'abord, un rappel historique, pourquoi on en est là. Déjà, la Corse a été une nation indépendante quand aucun pays au monde ne l'était, alors qu'il n'y avait que des monarchies et des tyrannies, que ce soit en Europe ou ailleurs. C'était il y a 3 siècles, avec Pascal Paoli. Ensuite, il y a eu l'adhésion de la Corse, qui à ce moment-là avait été annexée par la France à la Révolution française, à cette conception de liberté, par Pascal Paoli lui-même. Et Pascal Paoli a échoué parce qu'il a été trahi. Et il a été trahi en Corse par le clan de la France, qui, ça peut paraître marginal ce que je vais vous dire, mais qui était entre autres conduit par Napoléon Bonaparte. Et je dirais que l'empereur des Français s'est fait la côte sur le dos des Corses. Et je ne partage pas du tout la vision révisionniste qui voudrait dire que Paoli et Bonaparte étaient compatibles. Ils étaient mentalement incompatibles. L'un a trahi l'autre. Et l'autre a fait carrière sur le dos du premier. Par rapport à ça, il est resté dans le sentiment des Corses la volonté d'être eux-mêmes. Il y a eu la tentation d'être rattaché pendant 2 ans à un royaume anglo-corse, pareil, c'était en 1792. Et si aujourd'hui on n'a pas le statut de Malte, c'est parce que les Anglais ont choisi d'abandonner tactiquement la Corse. Ce n'est pas militairement, ça a été un choix d'opportunité des Anglo-Saxons qui d'ailleurs n'est pas compris. Parce que militairement, la France n'avait pas les moyens de chasser les Anglais de Corse à ce moment-là. Ensuite, il y a la Corse qui va vivre pendant plus d'1 siècle en autarcie complète, sans créer de richesse, avec une domination française, avec une colonisation par appauvrissement. Alors qu'en théorie, la colonisation, c'est la captation de richesses, la France a eu peur des Corses. Elle aura eu peur de leur intelligence collective, de leur capacité de travail et de l'exploitation de ces richesses naturelles. C'est pour ça que jusqu'à la Première Guerre mondiale, la colonisation qu'il y a eu en Corse a été une déportation de population en faisant un appel à volontariat, entre autres pour créer l'empire colonial français, où les plus vaillants des coloniaux étaient des Corses, que ce soit dans l'administration ou dans l'armée. Et on a pris soin d'éviter à ce que ce pays produise par lui-même. Il y a eu des lois douanières empêchant les exportations. On a essayé absolument de tuer le commerce naturel qui était fait avec l'Italie parce que c'était le commerce le plus court en termes de destination et en termes de navigation à voile. Et l'avènement du vapeur et l'avènement des premiers bateaux diesel a permis de finaliser cette coupure avec, je dirais, le reste de la Méditerranée et de l'Europe. Il y a toujours eu des échanges avec la côte algérienne ou la côte tunisienne. Tous les pêcheurs de Corse, historiquement, sont des Napolitains. On a toujours été un pays rayonnant, centré sur la Méditerranée. C'est la volonté française qui a été politique, qui a été pernicieuse, qui nous a mis sous forme d'assistanat pour nous laisser penser que nous ne pourrions pas être nous-mêmes parce que nous n'en avions pas les moyens. Et je fais un grand parallèle. La donnée économique de l'autonomie ou de l'indépendance, les flux financiers de la Corse, combien on coûte, combien on rapporte, combien on produit, ils ne veulent pas nous les donner. Ils ne veulent pas nous les donner parce qu'ils sont bons. Tout simplement parce que demain, très probablement la Corse, elle est plus qu'au quantum de l'équilibre. Elle est peut-être en excédent. C'est une région qui naturellement est riche. C'est la seule île de Méditerranée ou même d'Europe qui n'a jamais connu de grande famine. Les gens sont partis chez nous, pas parce qu'ils avaient faim. Ils sont partis parce qu'on leur a fait miroiter autre chose.
Ça a été cette colonisation intellectuelle qui a forcé les Corses, alors qu'ils n'en avaient pas besoin, à partir pour trouver cet Eldorado français au travers de postes dans la fonction publique française ou dans cette fonction coloniale du fameux empire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande est un dû légitime. Quand comparativement on regarde le reste de l'Europe, les 2/3 des Européens vivent dans des régions autonomes. Et nous, aujourd'hui, on voudrait nous cantonner à une mise sous tutelle par une domination française archaïque. Alors, on se trouve confronté aujourd'hui à quelque chose de complètement fou. On arrive à dire autonomie dans le cadre de la République. Mais l'autonomie qui n'est pas dans le cadre de la République, c'est l'indépendance. Donc le français, je dirais le français de haut niveau, je vous parle d'un président de la République, je vous parle d'un Premier ministre, je vous parle d'un ministre de l'Intérieur, eh bien, ils veulent ces précautions de langage. Ils ont peur des Corses. On est dans une schizophrénie globale. Quand on vous dit, regardez tous les textes, oui, l'autonomie dans le cadre de la République. Mais c'est quoi une autonomie qui n'est pas dans le cadre de la République? Alors, je vous fais aussi une parenthèse étymologique. Moi, je me revendique du nationalisme historique, c'est-à-dire celui qui a été le nationalisme de la décolonisation mondiale. Ce nationalisme, je dirais, généreux. Aujourd'hui, le mot, je pense, collectivement, on devrait penser à l'abandonner, parce que nationalisme, ça ramène à ethniciste, ça ramène à quelque chose de très marqué droite, voire extrême droite. Donc moi, je ne veux pas qu'il y ait de parallèle sur cette conceptualisation, entre autres européenne, d'un nationalisme qui serait le nationalisme des nations, qui n'est pas du tout le nationalisme des peuples qui cherchent à retrouver leur liberté. Ensuite, sur la partie autonomie, les autonomistes et mes amis indépendantistes de Corsica Libre avaient trouvé la formule autonomie de plein droit et de plein exercice. Sachant que la France est un pays archaïque, moi je suis pour qu'on garde des mots qui ont un poids historique. Et lorsque les autonomistes corses, sous la conduite de Max et d'Edmond Simeoni, ont formulé le projet d'autonomie, ils ont repris le concept historique d'autonomie interne. Et le mot autonomie interne, il vient de Mendes France, qui a fait un discours historique à Carthage pour annoncer l'autonomie de la Tunisie. Et le lendemain, on lui a demandé, mais ça veut dire quoi, autonomie interne? Et il a donné l'explication de texte et il a dit, ça veut dire le partage interne des droits fondamentaux. Donc c'est quelque chose qui est plus fort. Et je leur dis ouvertement devant tout le monde qu'il faudrait revenir à ces principes qui pour les Français sont des fondamentaux. Sinon ils vont penser qu'on leur demande encore autre chose, qu'on veut masquer une indépendance derrière le mot autonomie. Parce que moi je l'ai vu, ils sont... Après, le problème qu'on a aujourd'hui, et je vous fais simplement un avis, c'est qu'on n'a jamais eu une classe politique française aussi faible. On n'a pas d'interlocuteur qui ait une vision historique, qui puisse se prendre de la hauteur. On n'a pas un François Mitterrand. On n'a pas un Jacques Chirac. On a quelque chose qui, au niveau mondial, affaiblit la France, mais qui, au niveau corse, ne nous donne pas la hauteur suffisante pour qu'on puisse faire comprendre que ce qu'on demande n'est quand même que quelque chose de petit. Le statut d'autonomie qu'on a rédigé. Moi, je suis revenu à l'Assemblée de Corse, j'ai passé 6 années sans être élu. J'ai récupéré un document de travail de 2018, fait conjointement par les indépendantistes qui m'avaient précédé et les autonomistes, sur un projet à minima, qui devait être validé s'il n'y avait pas eu un changement électoral. Et à l'époque, il y avait une ministre, Mme Gouraud, qui était en charge des relations et du partenariat. Et ce document qui était signé et validé par tout le monde n'était rien d'autre qu'un acte de régionalisation avancée. C'était tout simplement cela. Alors aujourd'hui, quand je vois qu'on fait le procès d'intention de galvauder la notion de peuple corse, le concept d'indépendance et le concept de souveraineté à long terme, moi, je renvoie aux écrits. Qu'est-ce qui a été proposé avant, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Si ça pose tant de problèmes, le texte qu'on a validé en réunion décisionnelle et définitive, c'est que peut-être qu'il y a des fondamentaux dedans qui sont à la hauteur des enjeux et que peut-être on dira que ce texte était de portée historique. Donc, dans ce cadre-là, moi je pense que je n'ai rien cédé. Par pragmatisme, par logique, j'accepte l'autonomie comme une étape. J'accepterai qu'elle soit appliquée pendant 3 période quinquennale,
pour que sur chacun de ces cycles à 5 ans, on ait les transferts de compétences, pour nous amener in fine, au terme de la 15e année, au transfert de toutes les compétences. Le modèle qu'on a pris, c'est le modèle des Açores, pour asseoir le modèle rédactionnel, pour ne pas qu'on nous impose quelque chose à dire c'est pas possible, c'est anti-européen, c'est anti-sinon. Ça existe ailleurs. On aurait pu prendre celui de la Sardaigne, on aurait pu prendre la Sicile, on aurait pu prendre les Canaries. L'idéal aurait été peut-être de prendre Malte, mais ils ne me suivent pas encore. Donc, dans ces transferts de compétences des Açores, il y en a 22. Le 23e, ils me l'ont fait enlever. C'était le contrôle des flux migratoires. Mais je vous le dis, j'estime qu'on doit quand même le laisser. Parce qu'on ne peut pas avoir une région autonome qui se laisse envahir au prétexte que l'espace Schengen est libre. Moi, les 4500 Européens qui arrivent chaque année en Corse, essentiellement des Français de souche, moi, ils me gênent. Parce qu'ils bouleversent notre équilibre sociétal. Ils nous empêchent aujourd'hui d'être cette terre d'accueil que nous avons toujours été et qui a toujours transformé des Corses par mutation. Les pieds noirs qu'on a essayé de chasser en 1975, tous ceux qui sont restés, ils sont autant Corses que moi. Ils n'ont pas posé problème. Mais pourquoi? Ils étaient 10 000 sur une Corse à 200 000 Corses. Alors qu'aujourd'hui, lorsque vous avez chaque année 4 000 personnes qui arrivent dans une Corse où il n'y a plus que 120 ou 130 000 Corses, sociologiquement, ça veut dire que la Corse des Corses, elle va disparaître. Donc c'est égoïste ce que je vous dis. C'est en contradiction avec mon esprit socialiste, humaniste, généreux. Mais dans tout combat identitaire, il y a de l'égoïsme. Il y a un repli sur soi. Il y a la volonté d'affirmer un droit qui est le droit de l'histoire, le droit du passé, au prétexte de préserver l'avenir. Ça, on en a conscience. Mais ce droit-là, il faut nous le laisser. Et ensuite, pour ce qui est des discussions globales, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'essentiel des avancées politiques qu'on a eues se sont faites dans la douleur et dans les rapports de force. Il y a eu 3 situations insurrectionnelles encore. 75 à Lire, et on a obtenu en gros une réforme agraire, la création de la SAFER en Corse. Il y a eu les commémorations d'Alire, il y avait quelques vignerons, mais normalement 100% des vignerons de Corse auraient dû y être. Parce que s'il y a aujourd'hui une vigne identitaire à forte valeur ajoutée, c'est parce qu'il y a eu Alire. C'est parce qu'on a arrêté la monoculture avec les cépages de coupage pour les grands vins français. Et ça, je crois qu'il ne faut pas qu'ils l'oublient. Ensuite, il y a eu Basté-les-Gafèches, insurrectionnel, là aussi des morts, y compris du côté de l'État. Et ça a permis d'avoir l'avènement, je dirais, de la première étape de décentralisation française, le statut de François Mitterrand, qui, pour l'époque, était un statut révolutionnaire. C'était la France de Napoléon, la France des départements, la France des cantons, des sous-préfectures, des communes, et du préfet qui était vice-roi de chaque département. À ça, on a eu le statut particulier et un mot fort, l'Assemblée de Corse. Et là, on voit le poids des mots. C'est qu'il n'y avait pas de compétences transférées, mais il y avait un mot, Assemblée de Corse. Député à l'Assemblée de Corse en 1982. Ça avait un poids. Pourtant, ça a servi de laboratoire de décentralisation pour la France. Ensuite, il y a eu les autres rapports de force, qui eux ont été faits de manière militaire par le FLNC, qui ont amené beaucoup de drames, mais qui ont contribué à faire céder la France. Et on a eu la grosse réforme de régionalisation qui a créé la collectivité de Corse avec, je dirais, une petite autonomie. Et on aurait dû avoir beaucoup plus si dans la continuité de ces rapports de force, on n'avait pas eu l'échec à l'élection de M. Jospin, sans quoi nous aurions, je pense, progressé et qu'on aurait eu aujourd'hui, 25 ans après, une vraie étape d'autonomie qui elle-même aurait profité à l'ensemble des autres régions françaises. Parce que chaque avancée qui a été donnée à la Corse a par mimétisme politique été copiée pour toutes les autres régions. Et aujourd'hui, je ne vois pas la France continuer à être repliée sur elle-même, avoir une Allemagne qui progresse, une Italie qui progresse, une Espagne qui progresse, un Portugal qui progresse, et elle qui se résigne à faire du surendettement et en empruntant en plus sur les places fortes financières internationales qui sentent en plus très mauvais, entre autres les places
fortes financières qui sont au Moyen-Orient. Donc tout ça pour vous dire qu'on est ancré dans la conviction que historiquement on nous le doit, qu'on ne lâchera rien, et que le sous-entendu de la négociation, lorsque moi le soir où j'étais, entre autres avec François Rebsamen, et où il a tenté d'amadouer le texte pour qu'il soit plus conciliant envers la proposition du Conseil constitutionnel, moi je lui ai dit voilà, si le texte il bouge d'une seule virgule, moi je quitte la salle, je fais une conférence de presse. C'est un accord politique qui a été validé par le président de la République. Il engage la France. Nous, il nous engage parce qu'on a fait des concessions énormes. Et moi, je ne peux pas faire plus que toutes les hypothèques qu'on a déjà mises. Ensuite, ce qu'on a dit, et pour le moment, la France ne respecte pas sa parole, c'est qu'en corollaire aux discussions, il y a des clauses qui ne sont pas confidentielles ni secrètes, mais c'est des clauses annexes. Entre autres, c'est tout ce qui a trait à la répression, libération de prisonniers politiques. Nous, vendredi, je l'ai dit pour nos amis, on a une soirée à patrimoine pour Stéphane Or, qui est en prison depuis 1 an et demi bientôt, pour rien. On est censé être en processus de paix, donc on doit pouvoir avoir des négociations pour une libération. Ça, on n'arrive pas. On a beaucoup d'anciens prisonniers du FLNC qui ont été condamnés, non pas à des amendes, mais à des condamnations fiscales, très lourdes. Certains ont 300, 400 000 euros à titre individuel. Il s'arrive beaucoup aujourd'hui en fin de vie, à l'heure où peut-être on veut faire des donations, ils ne pourront rien faire. Ils ont une hypothèque d'État sur tous leurs biens, avec créance prioritaire. Ça représente 4 à 5 millions d'euros. On demande à ce que ce soit réglé politiquement, pas à l'amiable au cas par cas. On en a réglé un l'autre jour. J'ai dormi un soir dans une trésorerie générale, parce qu'il y avait des saisies arrêts sur compte. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas du cas par cas. Nous, on veut un traitement politique global. Ensuite, il y a beaucoup d'anciens prisonniers qui sont sur le fichier du FIGET, qui est le fichier qui historiquement a été fait pour les islamistes. Pareil, on nous a promis, y compris publiquement, par le ministre Darmanin, que tous les Corses seraient retirés du fichier, qu'il y aurait une loi qui serait faite. Il n'y a rien. Nous allons être obligés de demander à nos 2 députés autonomistes de déposer une loi et de forcer la main. Et on espère avoir l'appui, bien entendu, de nos députés amis. Donc moi, je vais en finir là pour vous donner l'état d'esprit dans lequel on est. Donc c'est un accompagnement à la démarche. On ne dit pas qu'on n'est pas indépendantiste, qu'on ne considère pas que c'est l'étape de la fin du combat. On considère que c'est une étape qui sera sur du long terme, mais j'entrevois demain une Europe qui soit une Europe fédérale, où la Corse prenne rang de nation intégrée à l'espace européen, au même titre aujourd'hui que des petites nations, comme par exemple Malte, Chypre, dont j'espère qu'elle retrouvera son intégrité territoriale, demain peut-être le Kosovo et la Macédoine. Donc on est sur des petites entités qui ont droit à une existence avec un concept régalien. Ensuite, pour finir sur le régalien, l'autonomie, il y a des choses simples qui sont censées être dans le régalien, mais qui doivent revenir à l'autonomie. La police de proximité. Toutes les régions autonomes ont une police de proximité. Moi, je prends un exemple. Là, cet été, trafic de drogue, on n'en a jamais vu autant en Corse. Ben, vous savez pourquoi aussi? Parce qu'on ne cherche pas ni les drogués, ni les vendeurs de drogue. Il y a plus de chiens pour poudre et explosifs que de chiens pour drogue. Il n'y a qu'un seul chien pour drogue dans toute la Corse. Moi, si j'étais en charge de la police autonome, j'aurais au moins fait 20 chiens. Il y en aurait un par département, un par canton. La partie monnaie. Oui, c'est régalien, mais pourquoi on ne peut pas avoir une monnaie territoriale locale pour créer, comme c'est le droit européen, que beaucoup de régions l'ont, des monnaies secondaires, une monnaie pour essayer de renforcer la fiscalité, l'attrait dans des régions qui sont en déshérence. Pourquoi on n'aurait pas le contrôle de la police de la fiscalité, si on a le transfert de la fiscalité? Et le contrôle de la police de la fiscalité, ça s'appelle la douane. Voilà, j'ai fini.